Bien, donc nous allons revenir à une approche peut-être plus classique du phénomène OVNI, avec donc Alexandre Sheldon Duplex, qui est chargé de recherche au service historique de la défense à Paris-Vincennes depuis 1999, spécialiste des sous-marins. Donc on va parler d'OVNI mais aussi d'OANI, les fameux objets aquatiques non identifiés, qui forment un seul ensemble, comme vous venez de me le dire. Auteur et co-auteur de nombreux ouvrages, 7 ouvrages, dont l'un qui s'appelle Guerre froide et espionnage naval, traite dans un chapitre de la question des ovnis durant la guerre froide, à la fois vu du côté des marines américains et vu par les Russes. Voilà, donc Alexandre va nous présenter une réflexion issue de recherche donc, à partir de données militaires et une réflexion bien sûr qui accompagne ces informations-là. Merci. Bien, je vous remercie beaucoup. Je remercie Philippe dans cette salle de m'avoir invité. Et je m'excuse si j'ai fait mes slides en anglais. Je me suis dit que dans le contexte belge, c'était peut-être plus prudent de les faire en anglais. Mais je dis ça parce que j'ai eu un chef de gare à Zeebrugge, je lui ai demandé où je devais prendre le train et il m'a répondu en anglais. C'est pour ça que... Et en fait, c'est beaucoup plus simple pour moi aussi parce que le livre que j'ai coécrit avec un ancien attaché naval américain à Moscou, nous avons d'abord écrit le premier jet en anglais. Donc, comme la plupart des exemples que je prends viennent de cet ouvrage, ça m'était plus facile de citer directement en anglais. Ce que je me propose de faire, c'est dans un premier temps vous raconter un petit peu cette expérience de recherche qui était liée à cet ouvrage, qui ne portait pas sur l'ufologie. Cet ouvrage cherchait à présenter les perceptions américaines, britanniques principalement d'une part, et soviétiques d'autre part, pendant la guerre froide, la perception de la menace, comment on regardait l'autre côté. Et mon co-auteur, qui avait été attaché naval des États-Unis en Yougoslavie, en Roumanie et puis ensuite en URSS, m'avait présenté à son alter ego, si je puis dire, un alter ego soviétique, c'est-à-dire un ancien attaché naval soviétique aux États-Unis. Et c'est grâce à ce vétéran soviétique qu'on a pu avoir accès à un certain nombre de témoins russes, dont un capitaine de vaisseau russe à la retraite, un autre, qui est, je crois encore à ce jour, l'un des responsables de la section anomalie à l'Académie des sciences, dans la section géographie de l'Académie des sciences russes. Je l'ai rencontré un peu par hasard parce que je voulais justement avoir des éléments d'ufologie soviétique et j'ai interrogé cet ex-attaché naval soviétique aux États-Unis. Au départ, je trouvais que je perdais un petit peu mon temps. Je lui ai cité un nom que certains d'entre vous connaissent peut-être, le nom de Ajaja. Ajaja est sans doute connu internationalement comme un ufologue russe. Vous le connaissez peut-être parce que Jacques Vallée, en 1989-90, il est allé enquêter sur cette affaire d'un posé d'OVNI qui avait eu lieu dans la ville... Attendez, excusez-moi, la ville m'échappe à 7 secondes, ça va me revenir. C'est le fameux posé qui a été vu par des enfants, vous voyez, dans une... Voronezh, exactement. Donc Jacques Vallée est allé à Voronezh et c'est Vladimir Ajaja qui l'a reçu. Et Jacques Vallée a écrit un petit livre ensuite. Alors, mon interlocuteur m'avait mis un peu en garde contre Ajaja en me disant il n'est pas très fiable, il n'est pas très... Donc j'avais sans du tout être un ufologue. Mais j'étais à la recherche d'un autre ouvrage, qui était un ouvrage que j'avais repéré sur Internet, qui s'appelait Le phénomène OVNI au-dessus de la Russie, qui était écrit par un colonel du KGB à la retraite, et je me disais, ce livre doit être très intéressant. Je n'avais pas réussi à le trouver. Cet ex-attaché aux États-Unis a tout simplement téléphoné à l'éditeur. L'éditeur lui a donné, en fait, l'adresse de cet autre capitaine de vaisseau qui était de cette section anomalie, de la section géographie de l'Académie des sciences. Et cet homme, donc ça remonte à une dizaine d'années, cet homme à l'époque, dans la bonne ville de Saint-Pétersbourg, si certains d'entre vous ont eu la chance d'aller à Saint-Pétersbourg, il y a la forteresse Pierre et Paul. Dans la forteresse Pierre et Paul, il y a un musée de l'espace. Et à l'époque, cet homme avait juste à l'extérieur du musée de l'espace
un espèce de cabanon qui devait être grand comme 2 fois cette salle à peu près, qui était en bois, et lorsque vous rentriez à l'intérieur, vous étiez stupéfait, parce que vous aviez l'impression de rentrer peut-être dans Star Wars. Vous aviez un certain nombre de modèles, de représentations à échelle 1 d'êtres, entre guillemets, qui auraient été vus par un certain nombre de témoins. Et il avait ce petit musée où, de manière extrêmement didactique, il racontait un certain nombre de cas de l'ufologie soviétique. Et en parlant avec lui, alors au début, moi qui suis à la base, même je dirais pendant très longtemps, même les ovnis, tôt les boulons, j'avais beaucoup de mal déjà, donc au tout début de ma propre quête, j'étais extrêmement sceptique et j'étais plutôt à regarder les fameux debunkers, jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'il y avait tellement d'absurdité dans le langage de ceux qui cherchent systématiquement à annuler ou à réduire une histoire que j'ai un peu changé de côté, vous voyez. Mais à cette époque-là, j'étais quand même assez choqué, vous voyez, de rentrer dans cette salle et d'avoir de voir toutes ces représentations. Et surtout que cet homme m'a dit, je dirais, sans préparation, je dirais, il est un peu froid. Il me dit, vous comprenez, on est probablement visité par une 50aine d'espèces. Hein. On dit ça comme ça, comme si on était une destination d'un tourisme intergalactique, et il a continué à me présenter un certain nombre de... en fait, il avait collectionné toutes les coupures de presse de la presse soviétique sur une 50aine d'années, et il avait ensuite refait un travail de classement, tout ça dans des classeurs, une typologie, et avec les différents types d'apparitions, les différents types de personnages, lorsqu'il y a des personnages, les différents types d'objets, et il essayait de rapprocher, évidemment une étude statistique par année, et il essayait de rapprocher ça, grâce à la magie d'Internet aujourd'hui, et avec l'accès que ça lui donnait à gérer toute l'ufologie occidentale, il essayait de rapprocher ça des différents témoignages qu'on pouvait trouver dans d'autres pays, des différents ouvrages. Donc c'était quelqu'un, je dirais, qui m'expliquait, si Madame Duchemol raconte n'importe quoi, bien sûr que je vais être victime de ce que je vais être abusé. Mais c'est pas tellement ça mon intérêt. Mon intérêt, c'est de prendre le nombre, et avec le nombre, d'essayer de tirer des statistiques, d'essayer de faire apparaître des tendances, et surtout d'essayer de voir si, dans l'ufologie soviétique, de la période soviétique, on a des tendances qui sont comparables ou pas comparables avec ce que l'on voit en Occident. Donc je trouvais ça très intéressant. Alors moi je venais le voir parce qu'il était officier de marine à la retraite, je voulais d'abord savoir pourquoi il s'était intéressé au sujet, et je cherchais des exemples navals. C'est ça qui m'intéressait, je voulais avoir des cas soviétiques, mais des cas liés à la marine soviétique. Alors, ce qui était un petit peu frustrant sur le plan des sources, c'est que, je dirais côté russe, il n'y a pas tellement la culture de la note de bas de page. Voyez. Donc, il m'a donné plusieurs bulletins de sa commission des anomalies, qui étaient très intéressants, mais j'avais une histoire à prendre ou à laisser. C'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup d'autres éléments pour essayer de la recouper. Néanmoins, il m'a donné un certain nombre de dates clés, et il m'a donné un certain nombre de faits qui, mis tous ensemble, avaient une certaine cohérence et montraient que l'Union soviétique avait bien compris qu'un certain nombre de ces phénomènes n'étaient pas américains, puisque, évidemment, la suspicion première, c'était qu'ils avaient affaire à des moyens de reconnaissance américains, voire dans certains cas peut-être à des moyens de guerre psychologique américains. Et c'était un petit peu ça la première perception. Mais le document le plus intéressant qu'il m'a montré, c'est tout simplement les instructions de la marine soviétique sur le phénomène OVNI, entre guillemets, de 1978. Alors, avant de rentrer dans cette explication-là, je vais repasser une petite chronologie à partir de la recherche que j'ai faite, des événements qui ont une connotation plus navale. Vous verrez que le contexte vous est
pour un certain nombre d'événements connus. Et après vous avoir fait cette présentation, qui vous montre clairement que la marine soviétique prenait ce phénomène très au sérieux, et que la marine américaine, ou les forces américaines en général, malgré des dénégations ultérieures, malgré l'ironie qui ensuite s'est installée dans les commentaires, il y a un certain nombre d'éléments qui montrent que c'était pris également très au sérieux aussi. Et après vous avoir fait ce tableau, je vous livrerai des réflexions un peu plus générales que j'ai pu avoir en m'intéressant à ce phénomène. Alors, personnellement, j'ai deux proches qui ont été témoins. J'ai entendu ces histoires pour la première il y a très longtemps, il y a déjà peut-être 35 ans, 40 ans. Je l'ai entendu avec un peu de scepticisme. C'était un témoignage d'un membre de ma famille qui était à l'époque aux États-Unis et qui se trouvait dans un village, un petit village du Vermont. Il pensait, il m'a dit que c'était l'année 1945. Il pensait que c'était le mois de juillet, puisqu'il avait des pétards dans les poches pour le 4 juillet. C'est probablement le 4 juillet, voilà, peut-être le 4 juillet 1945. Et il a vu 5 objets en formation qu'il a pensé être des chasseurs, des avions de chasse américains. La seule chose, c'est que à l'époque c'était la guerre, à l'époque il était jeune et il se demandait, il n'avait jamais vu ce type d'avion, surtout la rapidité de ces avions l'a absolument bluffé. Il n'était pas seul, hein, il y avait 4 personnes avec lui, il y en avait 2 qui étaient assoupis, mais 2 autres qui n'étaient pas assoupis, qui ont vu, et ils ont conclu que c'était des nouveaux chasseurs. Ils n'avaient évidemment jamais entendu parler d'OVNI à l'époque, et ils n'ont même pas eu une idée de mettre une couleur extraterrestre sur ce qu'ils avaient vu. La seule chose, c'est que les performances leur paraissaient tellement extraordinaires que ils s'inquiétaient et ils voulaient vraiment que ce soit américain. Et ensuite, dans ce village, il y a eu un espèce de consensus de ne pas en parler en disant c'est probablement un avion secret. Voilà, il ne faut pas en parler. Donc j'avais cette histoire que j'avais entendue depuis très longtemps, et j'avais un témoignage d'une autre personne qui, elle, avait vu un objet à une centaine de kilomètres au sud d'Orly. Alors là, il s'agissait véritablement d'une soucoupe passant à assez basse altitude, en dessous des nuages, et qui était fluorescente. C'était vers 18h, il faisait déjà sombre. Et là encore, la personne en question, je ne l'imaginais pas du tout me racontant, c'était quelqu'un de, je dirais pas très imaginatif, et quelqu'un de très rationnel, étudiant les mathématiques, etc. Et je n'imaginais pas cette personne inventant cette histoire, hein, qui de surcroît l'a discrédité complètement auprès de son père, qui était prof de mathématiques et qui ne supportait pas que sa fille puisse raconter de tels bobards, entre guillemets. Mais ces deux cas m'ont intéressé, mais je restais très très sceptique. Et c'est vers 1999 que j'ai décidé de m'intéresser plus à cette question. Et je crois que si on regarde véritablement toutes les sources qui sont à notre disposition, il y a énormément de sources, en particulier énormément de sources d'archives, je crois que assez vite, on peut arriver véritablement à réaliser qu'on a un socle assez solide, je dirais que même un socle assez solide, hein, en tout cas pour voir qu'il y a malgré tout une dimension très réelle, très tôt les boulons, je dirais, de ce phénomène, et que tous les efforts de discrédit que l'on cherche à mettre sur les observateurs ne peut pas retirer. Alors, d'abord, évidemment, c'est l'inventeur du mot, comme vous le savez, soucoupe volante. Ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, ce qu'il a vu, en tout cas ce qu'il a dessiné, ne ressemble pas a priori à une soucoupe, puisque c'est plus finalement une sorte d'avion, en tout cas qu'a vu Kenneth Arnold. Vous vous souvenez sans doute des conditions, hein. Il y avait un avion qui s'était écrasé sur le mont Rainier, et cet homme, qui était un homme d'affaires et qui était en même temps un pilote à ses heures, avait décidé de voler au-dessus de cette montagne pour voir s'il trouvait l'avion accidenté des Marines à l'époque. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de l'écouter, mais si j'arrive à faire marcher si ça marche, voilà.
hotel room again this morning, what you were doing there and how this entire thing started. Go ahead, Kenneth. Well, at about 2:15, I took off from Chehalis, Washington, en route to Yakima. And of course, every time that any of us fly over the country near Mount Rainier, we spend an hour or two in search of the marine plane that's never been found that they believe is in the snow someplace southwest of that particular area. That area is located at about, or its elevation is about 10,000 foot. And I had made one sweep in close to Mount Rainier and down one of the canyons and was dragging it for any types of object that might prove to be the marine ship. And as I come out of the canyon there, it was about 15 minutes. I was approximately 25 to 28 miles from Mount Rainier. I climbed back up to 9,200 feet, and I noticed to the left of me a chain which looked to me like the tail of a Chinese kite, kind of weaving and going at a terrific speed across the face of Mount Rainier. I, at first, thought they were geese because it flew like geese, but it was going so fast that I immediately changed my mind and decided it was a bunch of new jet planes in formation. Well, as the plane comes to the edge of Mount Rainier, flying at about 160 degrees south, I thought I would clock them because it was such a clear day, and I didn't know where their destination was, but due to the fact that I had Mount St. Helens and Mount Adams to clock them by, I just thought I'd see just how fast they were going, since among pilots we argue about speed so much. And they seemed to flip and flash in the sun just like a mirror. And in fact, I happened to be at an angle from the sun that seemed to hit the tops of these peculiar-looking things in such a way that it almost blinded you when you looked at them through your plexiglass windshield. Well, it was about 1 minute to 3 when I started clocking them on my sweet second-hand clock, and as I kept looking at them, I kept looking for their tails. They didn't have any tails. I thought, well, maybe something's wrong with my eyes. And I turned the plane around and opened the window. Oui, alors voilà, ce qui est très intéressant dans le témoignage de Kenneth Arnold, c'est que précisément, il pense que ce sont des chasseurs à réaction d'un type qu'il ne connaît pas, et puis il se rend compte qu'ils n'ont pas de dérive. Et il se rend compte que, a priori, ça ne peut pas être ou correspondre à des avions possibles, en tout cas en juin 1947. Et c'est lui qui, à un moment, en parlant d'une forme ressemblant en utilisant la forme saucer ou disque, a donné l'expression, c'est la presse qui l'a tiré de son interview, de soucoupe volante. Et vous avez ensuite, donc ça c'est le 26 juin 1947, et le 8 juillet 1947, vous avez d'une part la presse ou certains journaux qui annoncent ce que l'armée de l'air à l'époque, c'est encore l'US Army Air Force, a annoncé sans qu'on ne lui demande rien. C'est-à-dire que personne n'est allé poser des questions. C'est l'US Army Air Force, sur la base de Roswell, qui a fait une conférence de presse et qui a annoncé avoir récupéré une soucoupe volante en faisant référence à Kenneth Arnold, puisque c'est l'expression qu'avait utilisée Kenneth Arnold il y a juste 2 semaines avant. Donc, vous voyez, vous avez eu cette annonce, non seulement dans quelques journaux, mais vous avez eu cette annonce aussi à la radio. Donc vous voyez, vous avez une déclaration qui a été diffusée sur les médias et qui, comme vous le savez, a été démentie 3 heures plus tard. 3 heures plus tard, on expliquait que, bon, excusez-nous, nous parlions d'un ballon météo. Mais ce qu'il y a de quand même extraordinaire, c'est que c'est l'US Army Air Force qui a pris l'initiative, sur la base de Roswell, de faire cette déclaration. Alors là, bon, je revenais juste sur ces quelques définitions pour vous rappeler, donc c'est Kenneth Arnold qui est à l'origine de l'expression soucoupe volante. Et puis ensuite, vous avez eu l'expression UFO qui est apparue avec le programme d'investigation officiel
des États-Unis dans le cadre du projet Blue Book, à partir de 1952, à la suite d'une vague d'OVNI que je mentionnerai brièvement. Et puis, ça a été traduit en français par OVNI, sachant qu'en France, dans les années 50, on utilisait aussi l'expression mystérieux objet cosmique, qui évidemment prenait parti, hein, puisque on considérait non seulement que c'était des objets, mais qu'ils étaient aussi cosmiques. Et, comme vous le savez, le GEPAN, lui, a préféré l'expression PAN, qui permet d'inclure des nuages, des phénomènes lumineux, des phénomènes de foudre, des phénomènes qui ne sont pas forcément, qui ne correspondent pas à un objet physique. Donc, vous connaissez ça, vous pouvez voir ça sur le site du GEPAN, avec la catégorie qui nous intéresse le plus, qui est les phénomènes non identifiés de la catégorie D, puisque ce sont ceux sur lesquels il y a des témoignages précis, des données précises, et où, malgré tout, on ne peut pas expliquer de quoi il s'agit. Et vous voyez, vous avez dû voir ce camembert qui est sur le site du CNES, du GEPAN, avec la catégorie D, qui représente 22% des affaires traitées. C'est-à-dire que tout n'est pas encore traité, ils n'ont pas encore traité l'ensemble de leur cas, qui remonte pour le plus ancien, je crois, 1937, mais généralement, je dirais, les études du CNES et du GEPAN sont des études précises, et on peut considérer c'est un travail sérieux. Alors, je parlais des sources pour vous dire que si vous vous intéressez à la question, dans les archives, vous avez énormément de matière. Et je ne cite que les archives les plus célèbres. Vous avez les archives britanniques, où il y a eu un mouvement de déclassification considérable. Vous avez eu, alors vous pouviez les télécharger gratuitement dans le mois qui suivait leur mise en ligne. Aujourd'hui, vous êtes obligé de payer 3,30 livres pour chaque, je dirais, pour chaque boîte ou chaque série de documents, donc ça peut être coûteux à la fin. Mais les Britanniques ont déclassifié énormément de documents. J'ai plus le chiffre en tête, si c'est plus de 5000 pages, sur les rapports qui ont été reçus par la RAF, sur le bureau qui s'occupait des affaires OVNI dans le ministère de la Défense anglais et qui a été aboli, qui a été fermé en 2009. Donc vous avez cette première source. Vous avez également aux États-Unis toutes les archives du fameux projet Blue Book. Alors moi je me suis amusé à les regarder concrètement. Hein. J'ai voulu commander l'année 54 puisque c'est, comme vous le savez, un bon cru en matière d'OVNI. Et j'ai reçu 50 boîtes. Hein. Donc rien que pour l'année 54. Donc vous voyez que c'est très difficile pour le chercheur puisqu'il faut passer beaucoup de temps. Alors maintenant c'est plus facile puisque une partie de ces rapports vous pouvez y accéder en ligne. Mais malgré tout vous avez une matière considérable accessible avec. Et ce que j'ai trouvé le plus intéressant lorsque vous regardez dans les archives américaines, c'est que les commentaires qui accompagnent les rapports qui sont formatés, on sent bien que c'est les commentaires de personnes qui ont déjà lu, vu plein d'autres rapports et qui se disent oui, comportement typique, mouvement typique. Alors vous avez dans les mouvements typiques les fameux mouvements feuilles mortes ou les fameux mouvements. Mais vous voyez aussi que ceux qui analysent, rédigent le petit paragraphe de commentaire sur l'observation ont une grande pratique. Oui. Donc, ce qui est logique, hein, puisque le projet Blue Book a été un projet officiel américain jusqu'en 1969 de collecte de toutes les données que la population pouvait recueillir et qu'elle pouvait donc envoyer, mais également toutes les données qui étaient recueillies par les forces armées américaines. Alors, évidemment, le phénomène OVNI est beaucoup plus ancien. Hein, et moi, ma connaissance n'est pas plus grande que celle de beaucoup d'autres dans cette salle. C'est-à-dire que j'ai lu Jacques Vallée, j'ai lu d'autres sources, et on a effectivement, si on essaie de réinterpréter un certain nombre de mythes anciens, ou un certain nombre, par exemple, vous avez une histoire du folklore américain, qui est l'histoire de ce Hollandais qui part dans la montagne avec son chien chassé et qui rencontre des petits lutins qui l'invitent à boire
Il s'endort, il se réveille, son fusil est rouillé, son chien est mort, il rentre dans son village, c'est plus le drapeau anglais, c'est un drapeau qu'il ne connaît pas avec des étoiles et des bandes. C'est passé du temps et on peut réinterpréter cette histoire comme une affaire d'ufologie, une affaire d'enlèvement, une affaire de temps manquant, entre guillemets, etc. etc. Donc, effectivement, dans le passé, on a beaucoup de cas et si la première photographie d'OVNI dont on parle aurait été prise en 1870, pardon. D'ailleurs, c'est assez amusant, parce qu'elle aurait été prise au-dessus du fameux Mont Rainier, le même Mont Rainier au-dessus duquel Kenneth Arnold volait en 1947. Mais il s'agissait en l'occurrence d'un espèce de ce que je prendrais moi pour un dirigeable, mais à cette époque-là, il n'y avait pas encore de zeppelin, vous voyez, donc c'était un cigare, c'était la forme d'un cigare. Et cette photographie, vous pouvez la trouver assez facilement sur Internet. Encore une fois, est-elle authentifiée? Je le crois, parce qu'elle est assez connue, elle est assez classique, mais c'est, je dirais, peut-être la plus vieille photographie d'OVNI. Il y a cette affaire de 1897 aux États-Unis, 1898, avec toutes ces observations au-dessus des États-Unis du fameux Mystery Airship, vous savez, cet aéronef mystérieux. Et j'ai lu un ouvrage où le mot OVNI ou UFO n'était pas mentionné une seule fois, et où l'auteur s'intéressait d'une part à toutes les sociétés de personnes qui s'intéressaient à l'aéronautique en imaginant qu'il y ait pu avoir un groupe qui, secrètement, aurait développé une sorte de zeppelin et se serait déplacé au-dessus des États-Unis. Et d'autre part, il s'intéressait au club de menteurs, essayer de voir ceux qui essayaient de raconter des bobards et d'essayer de se demander si c'était pas lié à un effort pour que je dirais, pour faire vendre des journaux et raconter des histoires intéressantes pour faire vendre des journaux. Bon, ces explications-là ne marchent pas très bien. Elles ne marchent pas très bien. Jacques Vallée s'est penché dans son livre Morgania, il parle de cette affaire de 1897-98 parce qu'en particulier, il y voit justement, c'est pour relier avec notre précédent intervenant, une espèce d'intelligence qui jouerait avec l'humain parce que dans beaucoup de cas, on a effectivement des rencontres. On a aussi beaucoup de cas de réparation qui font dire d'ailleurs à l'auteur du livre que je vous citais qu'il s'agissait réellement d'un groupe qui avait réussi à mettre au point une sorte de zeppelin qui serait resté caché. Quelque chose auquel je n'arrive pas à croire, puisque la nature humaine étant ce qu'elle est, les héritiers, les enfants, d'autres auraient parlé plus tard. Donc j'ai du mal à accepter cette explication. Et vous avez ce qui est lié à ça, ce qui a été également l'objet d'études, l'affaire d'Aurora. Vous savez, l'affaire d'un soi-disant crash. C'est un petit village du Texas. Le problème, alors, quelles étaient les raisons? On a un petit article de presse est donc sorti, indiquant qu'un objet se serait crashé, qu'il y aurait eu un être que le pasteur local avait qualifié de martien, a priori, qui aurait été enterré dans le cimetière du village. Et d'autres ont enquêté sur l'affaire, ont vu que le chemin de fer n'était pas passé par Aurora, que la situation d'Aurora allait très mal et que peut-être que c'était un moyen d'attirer l'attention sur Aurora pour peut-être attirer des touristes, des visiteurs, peut-être pour évoquer ce problème du chemin de fer qui ne passait pas par là. Donc l'affaire n'est pas claire, je dirais, pour cette affaire d'Aurora, malheureusement. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que le phénomène est ancien. Et vous avez vu également dans le passé, en remontant beaucoup plus loin, encore une fois, c'est une question d'interprétation, mais vous avez des peintures du XVIe siècle, des peintures italiennes, où on voit dans le ciel ce qu'aujourd'hui on considérerait être des soucoupes. Et puis vous avez les fameuses affaires qui se sont passées à la fois au-dessus de Bâle, d'une part, et au-dessus d'Heidelberg, si je ne me trompe pas, d'autre part, ça devait être 1561 et je ne me souviens plus si c'était 1563, mais à 2 années d'écart, vous avez une description entre guillemets, combat entre des disques qui ont tourné autour de la ville, et vous avez même des représentations. Donc je dirais que le phénomène
c'est un phénomène ancien. Hein, c'est un phénomène ancien, mais qui n'a pas toujours été vu ou compris ou comme il l'a été au moment de la Deuxième Guerre et après la Deuxième Guerre. Alors pendant la Deuxième Guerre, effectivement, vous avez cette affaire qui est assez extraordinaire. La psychose, évidemment, les États-Unis sont en guerre, ils ont déjà été attaqués donc, depuis décembre par les Japonais. 2 jours avant, vous avez un sous-marin japonais qui a fait surface juste au sud de Los Angeles et qui a attaqué des dépôts de carburant au canon. Donc vous avez déjà eu une première psychose. Et 2 jours après, vous avez la détection de ce que l'on considère être des avions dans le ciel de la ville, et vous avez tous les moyens antiaériens de la ville qui pendant 2 heures vont tirer, ils vont tuer des gens avec les projectiles qui retombent, les crises cardiaques, etc. On lynchera un japonais un maraîcher japonais, enfin je crois qu'il n'est pas mort, mais qui se promenait avec tous ses feux allumés, et donc on a considéré que c'était lui qui faisait les signaux pour les avions qui arrivaient au-dessus. Et la conclusion de l'affaire, moi je suis allé regarder dans les archives américaines, et il y a effectivement un document très clairement de l'interprétation du général Marshall qui dit qu'il s'est passé quelque chose et qu'il s'agit probablement d'agents ennemis. On pense qu'ils auraient pu venir du Mexique avec des avions pour survoler la ville et semer la panique. Mais dans les descriptions qui sont faites, et je vous renvoie, vous pouvez regarder sur Internet, vous pouvez trouver la presse de l'époque, sans peine, un des journalistes qui a quand même pris cette photo est assez extraordinaire, parce que vous voyez quand même ce qui ressemble à un disque au milieu du faisceau de la DCA. Il décrit un objet qui est presque immobile, et il décrit un objet sur lequel les projectiles explosent, il les voit exploser. Donc c'est une description extraordinaire. Et on est encore avant, évidemment, on est avant la description de Kenneth Arnold. Et pendant la Deuxième Guerre, vous avez un certain nombre. Alors ce témoignage-là, qui vient des archives du NICAP. Alors le NICAP, c'est également je dirais, ça c'est une sorte de société privée de recherche américaine fondée en 1956 donc je dirais c'est pas un document authentifié. Et très concrètement, personnellement, je n'ai pas réussi à trouver, en cherchant dans les archives américaines, j'ai pas trouvé, ça s'est passé 2 jours avant le début de la bataille de Guadalcanal, j'ai pas réussi à trouver de traces, de documents qui confirment ce témoignage qui a été reçu, qui a été envoyé par je dirais un particulier à cette association NICAP, bon, mais qui raconte l'histoire de ces bateaux qui vont tirer sur un objet qui s'approche à grande vitesse et qui est pris pour un objet forcément ennemi. Et vous avez, alors là c'est je dirais très intéressant, vous avez le fameux phénomène des Foo Fighters au-dessus de l'Allemagne, également au-dessus du Japon, où les Américains ont pensé que les Allemands avaient développé, voire éventuellement les Japonais, une arme antiaérienne contre les forteresses volantes. Et d'ailleurs, il est vrai que les Allemands ont développé des moyens, des avions, ils ont travaillé sur des avions à décollage qui pouvaient décoller verticalement pour essayer de casser les ailes des bombardiers américains. Donc il y avait, je dirais, une réalité derrière cela. Mais vous avez ce témoignage-là qui est tout à fait étonnant. C'est encore une fois un témoignage qui a été recueilli par le NICAP, mais pour lequel un chercheur a trouvé un document d'archives dans les archives britanniques. Donc je dirais qu'il est authentifié. Et là, ce qui est très particulier, c'est que vous avez des tout petits disques qui se sont présentés sous les bombardiers américains et qui les ont protégés des tirs. En tout cas, c'est la description que l'on en a, et je vous montre juste après, voilà le document, les références du document, voilà le document dans les archives britanniques qui confirme le témoignage précédent. Donc, je dirais, vous avez encore une fois des documents qui, en l'occurrence, ne portent pas, je dirais, il n'y a pas de doute sur la validité de ce document, en l'occurrence dans les archives anglaises, mais vous en avez d'autres dans les archives américaines sur ce phénomène des Foo Fighters. Et vous avez cette affaire qui est très intéressante en 1946, juste au lendemain de la guerre, l'affaire des fusées fantômes, au-dessus de la Suède. Alors, l'affaire des fusées fantômes,
concerne la Suède, concerne également la Finlande. Elle est interprétée à l'époque immédiatement comme étant les soviétiques qui ont occupé Peenemünde et qui tireraient des V1 et des V2. Tout comme les Allemands tiraient des V1 et des V2 pendant la Deuxième Guerre mondiale à titre d'essai, et certains d'entre eux d'ailleurs tombaient au-dessus de la Suède, et la Suède qui sentait que le vent tournait s'empressait de donner les débris aux Anglais. Mais ce qui est assez particulier, c'est que, sauf un cas, ces objets, enfin ces missiles, ne tombaient plus. Là. Enfin, il y a un cas où il y a effectivement apparemment un objet qui serait tombé dans un lac en Suède, mais à part ça, les missiles ne tombaient plus. Et l'autre chose qui est très intéressante, c'est que ces missiles, si les Suédois, alors je suis allé regarder dans les archives suédoises, et j'ai d'ailleurs photographié la totalité du dossier suédois sur cette affaire. Il y a quand même 2 boîtes d'archives pleines avec un travail de reconstitution pour chaque témoignage. Pour chaque témoignage, les Suédois ont essayé sur une carte de reconstituer la trajectoire à partir des différents témoignages. Ils ont interrogé systématiquement leurs voisins, les Danois, les Britanniques, les Finlandais, pour essayer de reconstituer les trajectoires. Et ce que l'on voit à la fin, c'est que les trajectoires ne viennent pas de Peenemünde. Il y en a qui peuvent venir du nord de l'Allemagne, mais il y en a qui viennent du plein nord, de la mer de Barents, il y en a qui viennent de l'ouest, il y en a qui viennent de l'est. Et lorsque j'ai interrogé cet ufologue dont je vous parlais, que j'ai rencontré, ce capitaine de vaisseau en Russie, il m'a montré toutes les statistiques russes de l'époque au-dessus de la Carélie soviétique. La Carélie qui était finlandaise, mais que les soviétiques avaient pris aux Finlandais. Donc ce phénomène, cette affaire, est une affaire très réelle qui, à l'époque, a été interprétée comme étant une manœuvre psychologique des soviétiques. Ça, c'était l'interprétation de l'ambassade américaine à Stockholm, puisque les témoignages étaient assez incontestables, et on pensait que c'était les soviétiques qui cherchaient à intimider les Suédois pour que les Suédois aient envie de rester neutres. Et ce qui est très intéressant, et je vous renvoie à un livre qui est tout à fait, qui est très intéressant pour plein d'autres choses que l'ufologie, mais qui a un chapitre qui aborde cette question des fusées fantômes. C'est le livre de Reginald Jones. Jones, c'était l'homme qui était en charge du renseignement technique en Grande-Bretagne durant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est lui, entre autres, qui était chargé de suivre le développement des armes nouvelles allemandes. Et Jones, donc Jones a été évidemment, alors Jones avait à sa disposition des avions de reconnaissance, c'est lui qui décidait des bombardements, c'est lui qui savait très bien qu'il suffisait de détruire tel site pour arrêter un programme, qu'il n'était pas nécessaire de détruire telle autre usine, que tel site, si on le neutralisait, eh bien, le programme s'arrêterait. Donc c'était quelqu'un qui faisait à la fois, je dirais, comment ça s'appelle, du reverse engineering d'une certaine manière, puisqu'il essayait de comprendre, d'anticiper la forme ou les caractéristiques des futures armes allemandes à partir des quelques éléments qu'il avait, et dans certains cas, en particulier pour les radars, il ne s'est quasiment pas trompé. Et d'autre part, c'est lui qui suivait les missiles. Donc évidemment, la question de ces fusées fantômes en Suède lui a été soumise, et son interprétation à l'époque a été que les observateurs devaient ne pas avoir été très sérieux, puisqu'ils annonçaient des vitesses qui lui paraissaient impossibles. Et il y a eu un élément qui a été recueilli, qui est tombé d'un objet. Comme je vous mentionnais, il y a eu des éléments qu'on a retrouvés au fond d'un petit étang, qui ont été analysés en Grande-Bretagne, et le laboratoire qui a analysé ces éléments a prétendu que c'était un élément qu'il ne connaissait pas, qu'il ne savait pas interpréter, et lui a rejeté ça. Il a regardé l'élément, il a considéré que c'était du coke ou du charbon, enfin vous voyez, et il a rejeté ça, il a rejeté cette explication comme pas sérieuse. Donc Jones à la fois il a rejeté l'idée que cela puisse être des missiles soviétiques, puisqu'il ne comprenait pas pourquoi les soviétiques leurs missiles ne tombaient plus alors que les Allemands avaient toujours leurs missiles finissaient toujours par tomber logiquement, et d'autre part il considérait que les données des observateurs n'étaient pas fiables, donc il a, je dirais, rejeté complètement ces
ces observations. Excusez-moi, Et oui, quand vous dites que les missiles ne tombaient plus, vous voulez dire que les missiles étaient lancés, qu'il n'y avait plus de traces des missiles. ben, c'est-à-dire que dans le cas des V1 et des V2, qui ont été tirés au-dessus de la Suède, en fait, ils sont tombés sur le sol suédois. Quand ils arrivaient au-dessus de la Suède, ils tombaient sur le sol suédois. Ça, c'était pendant la guerre. C'est quand les Allemands faisaient certains essais et, contre leur volonté, les missiles partaient au-dessus de la Suède. Mais dans le cas de ces tirs qui ont eu lieu donc en 1946, enfin de ces tirs, je dis ces tirs, en tout cas de ces observations de fusées fantômes, entre guillemets, la grosse différence, c'est qu'ils ne tombaient pas, sauf un cas, sauf le cas dans les temps, et les choses ne sont pas très claires, mais ils ne tombaient pas au-dessus de la Suède. Et comme je vous l'avais dit avant, en plus ils venaient de toutes les directions, ils ne venaient pas de Peenemünde seulement. Donc c'est pour ça que c'était très différent en fait des situations antérieures où les missiles allemands tombaient en Suède. C'est pour ça. Et si vous regardez, donc voilà, je vous ai juste photographié la couverture du volume 1, enfin de la boîte 1 chez les Suédois, et voilà, il y avait un dessin qui avait été fait par les Suédois à l'époque. Ils essayaient de comprendre de quoi il pouvait s'agir, et ils imaginaient que ça puisse être un V1, qui aurait été, évidemment, il lui aurait fallu un réservoir supplémentaire de carburant, puisque là encore une fois, il devait aller beaucoup plus loin, et que l'objet était forcément piloté. Donc ça, c'était une interprétation qui était faite par les Suédois à l'époque pour analyser ce phénomène. Et donc, c'est très peu de temps après qu'on a, je mets des disques, mais ai-je raison de mettre ça, puisque on a vu, donc Kenneth Arnold a eu un aéronef qui ressemble plus, je dirais, à une aile volante, mais sans dérive arrière. Et on a toute cette vague d'observations, commençant donc en juin 47, juillet 47. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que ces observations ont lieu au-dessus des bases américaines les plus importantes de l'époque. C'est-à-dire à la fois le site de Los Alamos avec le projet Manhattan et également la base de Roswell, qui est la première base où vous avez des bombardiers avec l'arme nucléaire à bord. Donc il est très clair que vous avez un effort, je dirais, de reconnaissance qui est conduit par ces objets. Et il y a un document que je cite là, que j'ai trouvé dans les archives américaines, donc encore une fois c'est un document qui est, je dirais, incontestable, et qui donne une liste très détaillée de toutes les observations sur 2 années, avec encore une fois des commentaires qui montrent que c'est pris extrêmement au sérieux. Il ne s'agit pas de quelque chose de fantasmagorique. Il s'agit d'un objet physique qui est vu, qui est détecté au radar. Et donc vous avez à la fois des corrélations entre le radar et l'observation visuelle, au-dessus des bases militaires. Et vous avez un cas très particulier qui est, donc il s'agit du capitaine de frégate McLaughlin, qui est à l'époque un de ceux qui développent les missiles de la marine américaine. Donc vous savez, donc à l'époque, les Américains ont récupéré les missiles allemands. Vous avez à la fois un programme de l'US Army, vous avez un programme de l'US Navy, et lui est chargé, pour le programme de l'US Navy, à White Sands, dans la base de White Sands, il est chargé de tirer des missiles allemands pour voir leur performance et leur adaptation sur des bateaux américains. Et ça donnera le programme Regulus, qui est dérivé en fait des V1. Et McLaughlin décrit un cas très particulier d'un missile. Alors en l'occurrence il s'agit d'un V2 qui est lancé, et vous allez avoir 2 tout petits objets qui vont tourner autour de ce missile en vol et qui vont être observés par plusieurs stations. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs stations qui suivent optiquement le vol de la trajectoire du missile, et vous avez ces différents observateurs qui sont, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il y avait 7 stations, je ne sais pas si c'est dit là ou là, qui ne communiquent même pas entre eux, et qui vont tous rendre compte de l'observation de ces petits objets qui tournent autour du missile. Voyez. Et alors, est-ce qu'on dit le nombre? Je ne sais plus si on dit non, mais vous avez donc ce témoignage qui amène
cet officier qui est quand même en charge du programme missile de l'US Navy à l'époque. En charge de... Oui, pardon. C'est 1947 toujours. C'est 1947. Et là, il va à cette époque tout de suite conclure qu'il s'agit certainement, donc il les appelle soucoupes volantes, vous voyez, et il considère, donc c'est lui-même qui écrit dans la presse qu'il considère que ce sont des avions, enfin ce sont des vaisseaux spatiaux pilotés, à cause de leur performance, à cause de... qui ne sont pas explicables. Alors c'est assez intéressant encore une fois, puisque à cette époque-là, on peut dire que vous avez un certain nombre de responsables qui s'expriment publiquement et qui émettent ce genre de commentaires. Et ce document, alors ce document est célébrissime, il est célébrissime, mais je le mets là parce qu'il est quand même très important. C'est un document du 23 septembre 1947, bon, au niveau secret. Encore une fois, il faut garder à l'esprit que vous avez plusieurs niveaux de classification dans les documents. Donc si vous avez un événement, on va prendre par exemple le fameux événement de Roswell sur lequel je reviendrai plus tard, mais si on peut considérer, si effectivement quelque chose s'est passé et que l'on a voulu le cacher, on peut considérer que la classification sera extrêmement élevée. Alors qu'au simple niveau secret, qui va concerner l'ensemble des forces, eh bien le général Twining, qui est en fait en charge de tout ce qui est du matériel de l'US Army Air Force à l'époque, eh bien, va donner une instruction qui est destinée à l'ensemble de l'US Army Air Force. Et ce qu'il écrit là, c'est le phénomène est quelque chose de réel, qui n'est pas imaginaire ou qui n'est pas fictif. Il y a des objets qui ont approximativement la forme d'un disque et d'une taille comparable à celle d'un avion fait par l'homme. Les caractéristiques de ces objets sont des capacités de manœuvrabilité, d'ascension et de déplacement, d'évasion qui sont remarquables. Et il donne une description, vous voyez, métallique qui reflète la lumière. Il y a généralement, il ne laisse pas derrière de traînées, sauf dans quelques cas. Les formes, c'est surtout circulaire ou elliptique, généralement plate sur le dessus, parfois avec un dôme, et plusieurs rapports qui parlent de formation, de vol en formation, de 3 à 9 objets, et généralement il n'y a pas de bruit, sauf dans 3 cas, et les vitesses au-dessus de 300 nœuds. Donc encore une fois, on est à l'époque, c'est le début des jets, et ces objets vont beaucoup plus rapidement que les jets. Mais vous voyez, ce document-là, qui est absolument incontestable, c'est un document qui a été déclassifié, qui vient des archives, ce document-là montre très clairement qu'au niveau secret, eh bien, en 1947, l'US Army Air Force considère que ces objets sont parfaitement réels. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir quelle est la perception soviétique. La perception soviétique à l'époque, il faut savoir, se rappeler le contexte, les soviétiques ont monté une opération d'espionnage majeure aux États-Unis à cause du projet Manhattan. Ils ont donc, c'est d'ailleurs une des causes de la guerre froide, hein, puisque les États-Unis, à partir de 1946, ont commencé à décoder les communications de l'ambassade soviétique à Washington avec Moscou, et ils ont découvert avec horreur un degré d'espionnage qu'ils n'avaient absolument pas soupçonné. Et donc l'allié, qui est encore l'allié contre l'Allemagne, apparaît comme extrêmement dangereux, puisque on estime qu'il fait tout ça pour obtenir la technologie de la bombe atomique, évidemment, et évidemment, il va agir contre les États-Unis. Et donc tout ça est à l'origine de la psychose, du macartisme, etc. Donc on est dans cet état d'esprit. Ce qui est très donc on n'est pas du tout surpris, hein, sachant la pénétration soviétique dans le programme américain, Manhattan, pas du tout surpris qu'effectivement, dès juillet 47, eh bien, Staline va demander l'opinion de ces grands scientifiques sur ce qui se passe aux États-Unis et sur ces phénomènes de soucoupe. Et donc, tout simplement, il va convoquer un certain nombre de scientifiques de noms très connus, Korolev, qui est donc le père des missiles russes,
qui était d'ailleurs chargé d'aller en Allemagne avec son adjoint Boris Chertok pour récupérer toute la technologie allemande des missiles, Burdakov, donc vont être chargés d'exploiter, avec l'aide évidemment de traducteurs, toutes les publications américaines, la presse américaine, et d'émettre une opinion. Et leur opinion est que le phénomène est réel, et qu'il ne représente pas une menace, dans le sens où, a priori, le phénomène n'a pas cherché à attaquer, et il cherche juste à observer. Donc vous avez, et ce qui est très intéressant, c'est que c'est encore, donc le 13 août 1991, c'est un journal soviétique qui a publié cette interview. Et vous voyez, alors encore une fois, je dirais ce document, je n'en fais pas, je dirais, je ne le juge pas comme une preuve absolue, puisque ça tombe sous le sens. Il s'agit du document, donc il y a toute une série, on commence en 1948, ce document il est toujours valable aujourd'hui, mais il a été réactualisé de nombreuses fois. C'est les instructions pour la défense du continent nord-américain, et vous avez un petit disque qui fait partie de ce que l'on peut, on doit rendre compte de ce que l'on voit. Alors, encore une fois, un objet volant non identifié peut très bien être un missile, ou un bombardier. Donc le fait que les ovnis ou les UFO font partie de la liste en lui-même n'est pas une preuve absolue, mais c'est quand même amusant que dans ce document, vous avez la représentation de la soucoupe parmi les éléments. Et à cette époque, vous avez, encore une fois, ce qui est intéressant, parce que cette description est parue dans un journal de la marine américaine qui s'appelle le Naval Institute Proceedings. Il est paru en 1951. Le témoignage date de 1949 et vous n'avez pas véritablement de censure sur ce témoignage. C'est un témoignage absolument extraordinaire du commandant d'un Liberty Ship, donc un cargo. Donc c'est un bateau qui appartient à la marine marchande américaine, pas à la marine de guerre, c'est un officier de réserve de la marine de guerre, et qui va voir un objet sous l'eau. D'abord, il ne va pas comprendre ce que c'est. Au départ, il voit une lueur à l'horizon, il se demande si c'est pas une lueur, une sorte de, on va dire un phénomène atmosphérique. En réalité, il se rend compte que c'est un objet, une énorme roue lumineuse qui va passer sous son bateau. Et donc c'est toute cette description qu'évidemment, je n'ai pas le temps de vous lire en détail. Il observe ça dans le golfe Persique, il est en route vers l'Inde. Et en plus, cet objet, en même temps, fait des révolutions sur lui-même, et il voit des espèces de pulsations. Et il estime que cela ne peut pas être un banc de poisson, que tout est parfaitement géométrique, mais en même temps, il n'a pas d'explication à donner. Il considère que c'est malgré tout un phénomène naturel. Son interprétation est que c'est un phénomène naturel qu'il n'est pas capable d'expliquer. Il n'y a pas de rapport ou de relation qui est faite avec les soucoupes. Mais là où c'est très intéressant, et j'en reviendrai plus tard dans mon commentaire sur Roswell, c'est, encore une fois, dans la catégorie des documents incontestables. Dans la catégorie des documents incontestables, vous avez eu un chercheur canadien, et cette information est citée par Timothy Good dans son livre très connu, qui est déjà vieux, qui s'appelle Above Top Secret, un chercheur canadien qui, en 1979, va obtenir la déclassification d'un mémoire d'un scientifique canadien qui est en stage à Washington, à l'ambassade du Canada, de 1950, et qui va écrire qu'il avait fait donc une enquête discrète auprès venant donc de l'ambassade du Canada à Washington sur la question des soucoupes volantes entre guillemets, et que le sujet est le plus classifié aux États-Unis, encore plus que la bombe à hydrogène. Encore plus que la bombe à hydrogène. Les soucoupes volantes existent, leur mode de fonctionnement n'est pas connu, et il y a un petit groupe qui travaille sous les ordres du docteur Vannevar Bush, et le sujet est considéré comme extrêmement significatif. Donc en fait, vous avez rien que ce document-là, je dirais, est extrêmement intéressant. Vous êtes évidemment familier avec toute l'affaire des Majestic 12, Magic 12, etc., etc. Ce document-là est en dehors de ça. C'est-à-dire qu'il vient avant, d'ailleurs, et
il n'est pas entaché de fausseté comme certains des documents qu'on a vus dans cette série, et il vient des archives du Canada. Mais il résume en fait l'idée générale des Majestic 12. Alors, est-ce que j'arrive à avancer? Oui, alors Vannevar Bush, c'est un peu le pendant américain de Jones. Je vous ai parlé de Reginald Jones, et d'ailleurs les Américains ont pris exemple sur les Britanniques. Les Américains ont réalisé que pendant la Deuxième Guerre, les Britanniques avaient choisi, je dirais, un professeur très brillant, Reginald Jones, je pense qu'il était physicien, ont choisi une tête pensante très brillante pour lui donner la responsabilité du choix, du suivi des armes, des nouvelles armes allemandes. Et les Américains ont essayé de faire un peu la même chose en choisissant Vannevar Bush, qui est un grand scientifique et qui va être un petit peu à l'origine du complexe militaro-industriel américain. Puisque avant la Deuxième Guerre mondiale, vous n'avez pas véritablement, vous avez évidemment dans le domaine de la construction navale, mais vous n'avez pas véritablement au niveau du gouvernement une organisation pour administrer l'industrie de défense. Et c'est Vannevar Bush qui est à l'origine de cet effort à partir de 1946. Et ça nous amène à 1952. Alors 1952 est très intéressant parce que c'est une grande année ufologique. Et puis vous avez quand même pendant une semaine le survol de Washington, le survol de l'aéroport de Dallas, le survol du Capitole, vous voyez ici les lumières derrière, par des formations d'OVNI, avec l'US Air Force qui, alors ce n'est plus l'US Army Air Force, maintenant c'est l'US Air Force, qui tente des interceptions, vous avez la presse qui en parle, tout le monde en parle, vous avez même le président Truman qui s'exprime. Donc, je dirais, on a presque déjà franchi le cap de l'admission d'une présence d'objets qui ne sont pas faits par l'homme. Je dis ça de manière un peu brutale, puisque vous avez au même moment une inquiétude que les soviétiques puissent développer à partir de technologies allemandes des soucoupes ou des ailes volantes. Mais ce qui est très intéressant dans les rapports, c'est qu'on voit qu'ils considèrent que les soviétiques n'auraient pas encore atteint le degré de capacité pour le faire. C'est simplement quelque chose qu'ils feraient. Donc la réalité, c'est que ces objets sont quand même là tout de suite. Et je dirais, à l'époque, on a une quasi-admission de la réalité d'une présence autre qui, encore une fois, est parfaitement physique. Hein. Là, on a les radars de l'aéroport de Dallas. Et voilà l'opinion de Lord Louis Mountbatten. Alors, Lord Louis Mountbatten, qui a été le dernier vice-roi des Indes et qui à ce moment-là est devenu commandant en chef de la marine anglaise, a été cité à l'époque. Et vous voyez, c'est intéressant, il cite le cas de ces petits objets qui tournent autour des V2. Et pour démontrer que ces objets sont évidemment beaucoup plus développés que les nôtres, il considère évidemment que c'est une hypothèse extraterrestre et il estime, comme le président Reagan beaucoup plus tard, que ça va peut-être être le moyen de régler le problème de la guerre froide. Tout simplement, puisque le monde va être obligé de faire face. Alors vous avez un certain nombre de cas que j'ai cités là, puisque mon intérêt dans cette étude, c'était de regarder ce qui concernait la marine, et vous avez un certain nombre de témoignages, là encore, voilà, un avion de transport de l'US Navy qui rencontre d'une quasi-collision avec une sphère dans l'air. J'ai quelques autres exemples. Vous avez, alors là c'est un exemple assez frappant, puisque vous avez le ministre de la Marine des États-Unis. Il ne vole pas dans le même avion que le commandant en chef de la Marine, parce que si l'avion s'écrasait, on ne peut pas perdre les deux plus hauts responsables. Donc il vole dans deux avions qui se suivent à une certaine distance, et les deux avions vont voir un ovni. Donc c'est assez extraordinaire. Et comme l'US Air Force, à partir de 1952, est en charge du projet Blue Book, et ça c'est la conséquence des observations au-dessus de Washington,
eh bien, il va faire son rapport à l'US Air Force. C'est assez amusant. Mais il n'est pas content en même temps, puisqu'il demande des questions, on ne lui donne pas toutes les réponses, etc. Et à cette époque, c'est le premier grand exercice des marines de l'OTAN. L'OTAN est toute jeune, et elle va organiser un premier grand exercice, qui est l'exercice Mainbrace, qui est un exercice aéronaval en Atlantique Nord, avec un scénario de la marine soviétique qui sort pour aller attaquer les bateaux marchands, le commerce occidental, à la fois des sous-marins, à la fois des croiseurs. Et donc, ce grand exercice, c'est mobiliser toutes les flottes occidentales pour intercepter les croiseurs soviétiques et intercepter les sous-marins soviétiques. Et donc, c'est un exercice énorme qui, vous voyez, 200 bateaux, 1000 avions en Atlantique Nord. Et en plein exercice, vous avez l'apparition d'un certain nombre de disques. Vous avez le témoignage du commandant d'un destroyer danois qui raconte avoir vu, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'un disque, lui il a vu un objet triangulaire qui est passé à très grande vitesse, donc une estimation de plus de 900 nœuds. Et puis vous avez un témoignage 5 jours plus tard donc d'un chasseur à réaction britannique, Météor, qui lui aussi a été suivi par un objet qui lui avait une forme de disque. Et vous avez également des observations qui sont faites depuis le porte-avions Roosevelt qui participe à l'exercice. Vous avez même des photos. Alors j'ai vu les photos, elles sont un peu décevantes parce que c'est un petit point lumineux dans le ciel, donc on ne peut pas en dire grand-chose. Mais à l'époque, c'est considéré comme très au sérieux, pris très au sérieux, et apparemment, en tout cas, le chercheur américain de l'époque, Rappelt, prétend, mais encore une fois, il faut toujours être prudent, puisque aux États-Unis, vous avez plusieurs couches sur l'étude des ovnis. Là, on est dans la couche de l'étude plus ou moins officielle, vous voyez, l'étude publique, pour montrer au peuple que le gouvernement fait quelque chose. Mais je dirais c'est la couche de surface qui communique. Donc, mais Rappelt a prétendu que la Royal Air Force a reconnu officiellement le sérieux de la question à la suite des observations de ce jet et des observations lors de l'exercice Mainbrace. Et de 52 à 69, vous avez le projet Blue Book, le fameux projet qui a été fait à la suite du survol de Washington. Donc vous avez l'US Air Force, vous écrivez à l'US Air Force. Vous avez vu quelque chose, vous écrivez à l'US Air Force. Et d'ailleurs, moi qui ai regardé quelques boîtes dans les archives américaines, vous avez des lettres de particuliers qui sont gardées dans des chemises et les personnes ont envoyé leurs témoignages. Vous avez certains cas où les personnes ont envoyé, moi je suis tombé par hasard parce que j'ai regardé ça de manière pas très sérieuse, j'ai regardé l'année 54, mais vous avez certains cas où les personnes, quand il y a eu un posé d'objets, les personnes ont envoyé des échantillons de l'herbe dans une enveloppe qui est séchée. Alors, je ne sais pas si grand-chose a été fait avec ça, mais en tout cas, ça figure dans les archives. Donc, les bateaux, à l'époque, rendent compte que ce soit les bâtiments marchands, que ce soit les bateaux des gardes-côtes, que ce soit les bateaux de l'US Navy, toute observation est envoyée à Blue Book. Ce qui est intéressant avec Blue Book, et je peux le confirmer, encore une fois, je ne veux pas en tirer des conclusions, mais ce que j'ai vu dans les boîtes de Blue Book pour l'année 54, parce que c'est des chemises par état, en fait les observations par état, et j'ai observé qu'il y avait certaines chemises d'un état, mais il n'y avait absolument aucun document dedans. Donc je peux être paranoïaque et considérer que le document a été retiré. Vous voyez. Mais ça, je peux constater, je l'ai vu. Mais il est clair que l'US Air Force n'a pas déclassifié la totalité des documents qu'elle a recueillis dans cet effort. Et là, vous avez un document. Alors ce document-là, ça vient encore de NICAP, c'est-à-dire, je dirais, c'est une association privée. Hein. Donc ce document-là, sa valeur peut être discutée, il ne vient pas des archives directement. Mais c'est le témoignage d'un marin qui se trouve sur le porte-avions Roosevelt, le porte-avions Roosevelt qui était dans l'exercice Mainbrace en 1952, qui en 1958, il se trouve pas très loin de Cuba, et là, il décrit un objet en forme de cigare avec des hublots, et
il voit même des visages, enfin, il a l'impression qu'il y a des personnes de l'autre côté du hublot, et cet objet arrive très vite et fait un petit vol stationnaire au-dessus du pont du porte-avions. Hein, donc il explique qu'il n'y a pas énormément de gens qui voient ça, mais c'est voilà, un témoignage qui est assez frappant. Alors, encore une fois, il ne vient pas des archives, celui-là. Mais vous avez, en 1960, un témoignage que je trouve tout à fait significatif, puisqu'il s'agit de celui du premier chef de la CIA. La CIA a été créée en 1947, si je ne dis pas de bêtises, et il a été donc le premier directeur de la CIA, c'est un amiral, Hilary Carter, il a été attaché naval en France au moment de Vichy, donc c'est un homme du renseignement. Il a été directeur de la CIA jusqu'en 1950, il a été viré en 1950 à cause de l'invasion nord-coréenne au début de la guerre de Corée. Et voilà ce qu'il écrit, enfin ce qu'il dit au New York Times en 1960. Alors, Hilary Carter est également l'un des fondateurs du NICAP, cette association privée que je cite, en 1956. Et il dit, voilà, derrière le décor, derrière le rideau, les officiers de haut rang de l'US Air Force sont sérieusement inquiets du phénomène UFO à travers une politique officielle de secret et de ridicule. Beaucoup de citoyens sont amenés à croire que le phénomène des ovnis est un non-sens. Je demande une action immédiate du Congrès pour réduire les dangers que ce secret du secret sur les ovnis. Deux dangers augmentent. Le risque d'une guerre accidentelle si l'on confond des formations d'ovnis avec une attaque soviétique. Le danger que le gouvernement soviétique puisse, à un certain moment, prétendre que les ovnis correspondent à une arme secrète soviétique contre laquelle nos défenses seraient impuissantes. Et je demande une action immédiate du Congrès pour réduire les dangers du secret sur les ovnis. C'est pas n'importe qui dit ça. Et intéressons-nous précisément à l'autre côté du... Donc ça, je dirais, c'est les informations que j'ai collectées lors de mon investigation chez les Russes, principalement auprès de ce capitaine de vaisseau que j'ai pu rencontrer, et qui m'a... du livre sur lequel j'ai pu finalement mettre la main, qui s'appelle tout simplement OVNI au-dessus de la Russie, et qui est un livre entièrement méthodique, c'est-à-dire les observations sont classées par type d'observation. Tout ce qui est nautique d'un côté, tout ce qui est les objets qui se séparent, les objets qui changent de forme, tout est fait de manière thématique dans l'organisation de ce livre. Donc j'ai extrait de ce livre tout ce qui concernait la marine. Et vous avez un certain nombre de cas. Alors, le premier qui parle, j'ai eu l'occasion de l'interviewer, mais quand je l'ai interviewé, il n'a pas voulu me parler de ça. Ce que je mets là, je l'ai tiré en fait du livre dont je vous parle. Donc, qui a vu un objet, une lumière, et qui a considéré que ce n'était pas un aurore boréale. Vous avez l'observation d'un cigare d'à peu près 150 mètres de long par un sous-marin soviétique en 1965. Vous avez un disque qui est observé par un bâtiment marchand soviétique en août 65. Vous avez... alors ça c'est assez intéressant, vous avez vous avez le problème qui est apparu pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il a fallu les années 50 pour arriver à comprendre la théorie du radar, et vous avez des faux échos, vous avez... Donc, je dirais, la question du radar n'est pas une question simple. Et on peut considérer que ce cas-là pourrait correspondre à ça, puisque vous avez des opérateurs qui détectent un contact radar, qui s'approchent à grande vitesse, et en réalité, rien ne se passe. C'est un petit peu comme l'incident qui a causé l'entrée des États-Unis. Enfin, je pense que les États-Unis seraient entrés en guerre au Vietnam de toute façon, mais l'incident qui a été le prétexte à l'intervention américaine, l'incident du golfe du Tonkin en 1964, vous avez un premier incident où effectivement des Nord-Vietnamiens attaquent bien un destroyer américain, mais vous avez un deuxième incident où là, c'est plus des faux échos de nuit, et les Américains sont convaincus que c'est une nouvelle attaque. Donc c'est la raison pour laquelle à ce moment-là, ils ont décidé un bombardement massif de représailles
après avoir considéré, après la première attaque, qu'il laisserait passer. Donc, mais dans le deuxième cas, le deuxième incident du golfe de Tonkin, c'est clairement une histoire de faux échos radars. Il n'y a absolument aucune attaque nord-vietnamienne à ce moment-là. Donc on est à peu près dans le même cas, où ce sous-marin soviétique pense qu'il y a un objet qui s'approche de lui et qui va rentrer en collision avec lui, et rien ne se passe. Voilà, c'est la suite de la description, je passe à autre chose. Vous avez, on passe là-dessus, pardon. Et vous avez le premier exercice interocéanique soviétique, l'exercice Océan de 1970. Et ce qui est très intéressant, c'est que les soviétiques vont utiliser cet exercice. Donc c'est la première fois que toutes les flottes soviétiques vont faire un grand exercice sur toutes les mers du monde. Jusqu'alors, la marine soviétique restait quand même très cantonnée dans ses approches. Et il y a, à l'occasion de ce grand exercice, le commandant en chef de la marine soviétique, l'amiral Gorchkov, va décider d'en profiter pour essayer de comprendre deux phénomènes. D'une part, le phénomène des ovnis, et d'autre part, un phénomène qui est qualifié par les Russes de croissement. Ils l'appellent, c'est comme si le mot russe correspond au mot croissement, comme croissement d'une grenouille. Et c'est un bruit qu'entendent les sous-mariniers russes lorsqu'ils arrivent dans certains secteurs. Donc l'interprétation générale, c'est que ça pourrait être un système américain d'écoute, ou soit un système américain d'écoute qui renverrait le signal et qui ferait à ce moment-là ce bruit, soit un système, là ce serait plus vicieux, un système américain, je dirais de guerre psychologique, qui laisserait comprendre aux sous-marins qu'il est détecté. Donc il y a ces deux interprétations côté soviétique, mais il y a la troisième interprétation que ça pourrait être un objet volant, un ovni sous-marin, ou la quatrième interprétation que ça pourrait être un gigantesque calamar. Donc les soviétiques ont ces quatre possibilités en tête, et ils vont envoyer un bateau pour faire une enquête, entre guillemets. C'est le... alors, est-ce que j'ai cette information-là? J'ai peut-être pas mis le slide. On va voir. Bon, bref, ils ont envoyé un bateau. Il se trouve que le bateau n'a pas pu faire sa mission, puisqu'il y a eu un sous-marin soviétique qui s'est perdu, et ce bateau a été chargé d'aller porter secours à l'équipage. Mais vous avez, en 1971, un autre témoignage qui, encore une fois, est à prendre avec des pincettes, puisque, encore une fois, je le sors des archives du NICAP. Ça ne vient pas des archives officielles, ce témoignage, mais c'est un témoignage d'un membre d'équipage du porte-avions Kennedy, cette fois-ci, à propos d'un ovni, une énorme sphère, dont il n'arrive pas bien à évaluer la taille, puisqu'il ne sait pas très bien à quelle altitude se trouve, mais en tout cas, le porte-avions Kennedy, soudain, n'a plus de communication, il ne reçoit plus de messages, les écrans radars sont complètement illuminés, et il y a finalement peu de gens qui voient ça, parce que lui, il est un des opérateurs dans le centre de communication, et avec ses collègues, ils vont monter sur le pont pour voir, mais ils ne sont pas censés faire ça. Donc finalement, il n'y a que le personnel qui est à la passerelle, d'une part, et d'autre part, ceux qui sont montés, qui ont pu voir ça. Mais lui dit qu'il a posé des questions à ses camarades, et il sait que les deux chasseurs qui étaient prévus pour intercepter à tout moment quelque chose n'ont pas pu décoller, et que le porte-avions s'est retrouvé, je dirais, sans propulsion et sans communication pendant à peu près une trentaine de minutes. Donc voilà ce témoignage que je trouve très intéressant, même si je n'ai pas de possibilité de le confirmer, puisque je n'ai pas de documents. Et c'est un peu la même chose pour ces photos que vous avez sans doute dû voir, puisqu'elles sont sorties il y a très peu de temps, et qui sont très intéressantes. Attendez. Parce que j'ai tendance à considérer que... comment ça marche, voilà. Vous avez vu ces photos probablement? Oui, vous les avez vues. Alors, soi-disant prises par le sous-marin Trépang, en fait, quand vous regardez la totalité des photos, vous vous apercevez qu'il y a au moins 3 objets. Donc je trouverais que le Trépang a quand même eu beaucoup de chance, au mois de mai 1971, quelque part du côté de l'île, j'ai oublié son nom, dans la mer de Barents, d'avoir eu 3 objets. Toutes les photos sont un peu différentes. Sur celle-là, on ne voit pas, je dirais, on ne voit pas, la photo n'est pas faite apparemment à partir du périscope.
Donc je ne sais pas dire à quelle date. Je suis impressionné par ces photos. Je suis impressionné par ces photos, pour ça que je vous les montre. Vous avez cette autre photo qui correspond à un triangle, puisqu'on a une autre vue qui est manifestement du même objet, et on voit effectivement l'objet qui part. Alors je vous les ai montrés parce que je les trouve très, très intéressantes. Et puis vous avez cette autre photo, encore une fois, qui semble correspondre encore à autre chose, a priori. J'ai du mal à penser que le Trépang a fait cette moisson miraculeuse lors du seul mois de mai 1971. Mais en tout cas, on a ces trois séries de photos que je trouve en tout cas crédibles. Et c'est à cette époque-là que les États-Unis vont mettre fin au programme officiel, hein, le programme Blue Book, qui va être conclu en 69. Vous allez avoir évidemment le fameux rapport Condon, etc., qui est dirigé par le professeur Condon, qui, avant même les conclusions, a dit « il n'y a rien à voir, circulez, tout est clair ». Si vous regardez ce rapport d'ailleurs a été commandé par la France à l'époque. À l'époque, c'était difficile, il n'y avait pas PDF encore, etc. La France a commandé ce rapport parce qu'elle s'intéressait pour ses sous-marins à toutes les explications liées à la foudre en boule, au risque que faisait peser justement la foudre sur les communications d'un sous-marin, sur le missile, si la foudre frappe le missile, etc. etc. Et ce rapport étudie les phénomènes de foudre et de foudre en boule en particulier de manière assez détaillée. Mais si vous regardez ce fameux rapport, qui doit faire dans les 2500 pages, introduction, conclusion, dit tout est explicable, il n'y a rien à voir. Mais si vous regardez à l'intérieur, vous avez les témoignages les plus stupéfiants, hein, dont un qui est très connu, ce pilote d'hélicoptère de l'US Army, dont l'hélicoptère est aspiré par une sphère, et je crois qu'il fait une ascension de 1000 mètres, alors qu'il n'a absolument pas commandé son hélicoptère pour faire cette ascension. Donc on a des témoignages tout à fait intéressants dans ce rapport, même si l'introduction et la conclusion vous disent qu'il n'y a rien qui n'est pas explicable. Et évidemment, la preuve que les États-Unis n'ont pas arrêté d'étudier le phénomène, elle est toute simplement dans ce fameux message qui a été déclassifié, le fameux message d'une affaire très connue, hein, des fameux ovnis au-dessus de Téhéran en 1977, avec le message de l'attaché de défense américain à l'époque, qui raconte ce qu'il a appris auprès des pilotes de l'armée de l'air iranienne, qui ont intercepté cet objet, qui ont essayé de tirer un missile. Toutes leurs commandes de bord se sont paralysées. Le premier avion d'ailleurs a 4000 de l'altitude et à ce moment-là il a abandonné la chasse. Le deuxième a répété la même chose. Et vous voyez ce message avec toute la liste de distribution. Donc vous comprenez, c'est d'ailleurs assez amusant que ce message ait été déclassifié, puisqu'il vous démontre que les États-Unis évidemment n'ont pas arrêté de s'intéresser à la question. Et ça c'est encore une fois un document incontestable. Et à cette époque-là, 1977, vous avez, je dirais, une relance des études côté soviétique à la suite de deux cas. Alors vous avez d'abord un cas qui s'est passé au-dessus de la ville de Petrozavodsk, qui est au-dessus du lac Ladoga, et vous avez eu une observation par la population d'un phénomène lumineux extraordinaire. Alors ce phénomène lumineux, depuis, a été interprété comme étant une aurore boréale. Mais à l'époque, on n'a pas considéré que c'était une aurore boréale. Et à l'époque, on a considéré que c'était une observation qui pouvait correspondre à un ovni. Et vous avez donc eu une étude officielle de l'Académie des sciences soviétiques qui a été causée par cette observation. Et en parallèle, vous avez eu une étude secrète faite par le ministère de la Défense soviétique. Et en même temps, vous avez eu en octobre, le 7 octobre, et alors c'est là où vous voyez, c'est toujours la complication lorsque vous faites une recherche. Moi, j'avais la version du fameux Ajaja. Le fameux Ajaja dont je vous parlais tout à l'heure, qui est extrêmement prolifique, il écrit beaucoup de livres en Russie, a donné une description de l'incident de ce bâtiment auxiliaire de soutien de sous-marin Volga. Selon Ajaja, il aurait été survolé par 9 disques. Le bateau aurait eu des problèmes de propulsion, un peu ce que je vous racontais avec l'histoire du porte-avions. Ça aurait duré 18 minutes, etc., etc. Et
j'ai eu l'occasion, il y a 2 ou 3 ans, de parler avec un investigateur qui avait lu mon chapitre et qui était allé en Russie et qui avait essayé d'aller interroger certaines des personnes dont je citais le nom. Et il est allé chercher le commandant de ce bateau. Chose que je n'ai évidemment pas du tout fait. Il est allé dans sa ville, le retrouver, personne ne l'avait jamais interrogé, et il a donné un récit très différent de celui que j'avais transcrit en copiant à Jaja. Et en réalité, il n'y avait que le commandant du bateau, le second et l'officier de quart à la passerelle, qui avaient observé effectivement 9 objets, mais qui rentraient et sortaient de l'eau, à l'horizon. Au début, ils ont cru que c'était des hélicoptères, une certaine distance. Donc les objets n'avaient pas du tout survolé le bateau. Il n'y avait pas du tout eu de panne à bord du bateau comme Ajaja le prétendait. Et ce qui est très intéressant, c'était un grand exercice de la flotte du Nord, qui était commandé par l'amiral Tchernavine, qui a été ensuite commandant-chef de la marine soviétique. Cet exercice se déroulait en présence de l'amiral Gorchkov, commandant de la marine soviétique à l'époque, et d'un membre du Politburo. Le commandant du bâtiment ravitailleur a rendu compte de ce qu'il avait vu. Le membre du Politburo s'était éclaté de rire en disant « mais qu'est-ce que c'est que le commandant qui boive, etc. » Et Gorchkov et Tchernavine l'ont pris absolument au sérieux. Et l'ont immédiatement donné les instructions, une série d'instructions, ces instructions dont j'ai obtenu la copie, et qui ont été... qui sont extrêmement détaillées. Donc on comprend en lisant les instructions que elles se basent sur déjà un grand nombre de rapports, puisque vous avez des descriptions déjà très précises, des phénomènes physiques anormaux et des objets ont été observés dans notre pays et dans des pays étrangers par des observateurs fortuits, comme par des professionnels, des équipages d'avions, de bateaux et différents services. On peut diviser ces phénomènes anormaux en 2 groupes, des phénomènes locaux, avec des formes géométriques variables, avec des contours définis, et puis des phénomènes qui peuvent être observés sur un très large territoire, et puis qui peuvent avoir des dimensions très grandes. Alors là, c'est peut-être une mention de ce phénomène de Prudhomme-Razavov. Oui. Pardon. Est-ce qu'il s'agit de l'incident qui a failli étancher la Troisième Guerre mondiale, et dont Fabrice Bonvin en parle dans son livre Le secret et le secret? Il s'agit d'un officier de la marine soviétique qui a eu la présence d'esprit grâce à son sang-froid, a pu éviter justement d'appuyer sur le bouton rouge, je crois, à cause d'incidents qui est lié aux ovnis. Est-ce que ça vous parle ou pas? Alors, ce que vous dites m'intéresse parce que peut-être que je ne sais pas ce que vous dites. Fabrice Bonvin en parle dans son bouquin. D'accord, mais j'ai peut-être pas, parce que je connais un incident côté soviétique, mais qui n'est pas avec un officier de marine. C'est pour ça que je suis intéressé par ce que vous me dites. Il y a un incident qui est connu, c'est dans une base qui est un peu parallèle à un incident qui est bien connu aussi aux États-Unis. Vous savez, dans une base de missiles intercontinentaux, mais une base terrestre. Alors, côté américain, vous avez un ovni qui survole l'installation. Il n'est pas vu par le chef de la base, puisqu'il est sous terre, mais il est vu par les gardes qui sont à l'extérieur, et le système est complètement neutralisé. Par contre, côté soviétique, le compte à rebours de lancement est déclenché. Mais je ne sais pas bien, peut-être que je ne sais pas ce que vous me dites. Il faut que je regarde. Je crois que ça, en fait, c'est allusion au phénomène de Petrozavodsk en 1977, puisque j'ai même trouvé dans une histoire de la télévision soviétique, vous avez des volumes par décennie. J'ai acheté même le volume qui pesait très, très lourd, simplement pour une seule page. C'était la page où on montrait la photo. C'était pleine page d'ailleurs, une photo assez extraordinaire de ce qui a été ensuite interprété comme étant une aurore boréale. Mais c'est une forme parfaitement géométrique, avec plusieurs couleurs dans le ciel, et à l'époque ça avait été interprété comme un phénomène ovni. Donc je pense que c'est à ça que fait référence ce paragraphe-là. Et ensuite, voilà, l'origine et l'apparence de ces phénomènes caractérisés par évidemment des trajectoires qui changent, des manœuvres, des effets de lumière, la présence de champs électromagnétiques et d'autres émissions qui ont une influence sur l'environnement, les organismes vivants, les installations radiotechniques, etc. Donc, vous voyez, encore une fois, on parle vraiment de quelque chose de très physique et qui a un effet direct
sur un bâtiment et vous y avez ensuite les descriptions. Hein. Donc, vous voyez, ça rappelle le rapport américain de 1947, hein, sphérique, cylindrique, discoïde, convexe, discoïde avec une coupole, parfois des fenêtres et des hublots, la capacité de se séparer en plusieurs objets, les lumières qui peuvent être qui peuvent pulser, multicolores, etc. Donc vous avez parfois des odeurs, parfois un son, et puis évidemment les capacités de manœuvre. Et donc il y a donc l'objectif général donc, de cette instruction, vous voyez, c'est nécessaire pour une investigation sérieuse, pour mieux entendre l'atmosphère terrestre et l'espace cosmique pour un usage futur. Et le document explique que les bâtiments de guerre, par définition, puisqu'ils ont des senseurs, ils ont des radars, ils ont donc des systèmes qui captent, sont particulièrement adaptés pour recueillir de l'information sur ces objets. Donc on voit très clairement qu'à partir de ce moment-là, chez les soviétiques, la conscience est très claire que ces objets existent, un, qui ne sont pas américains, deux. Et lorsque j'ai demandé à cet homme, qui d'ailleurs m'a donné ses instructions, quelle avait été sa motivation personnelle de s'intéresser à ça, il m'a expliqué qu'en 1977, il était dans la flotte du Nord, dans la péninsule de Kola, et qu'ils ont eu un petit objet qui est venu survoler les dépôts de munitions. Et il m'a dit qu'à l'époque, ils étaient persuadés que c'était un objet américain, que c'était la première réaction. Mais qu'ensuite, ils ont compris que c'était pas un objet américain. Et il m'a donné un deuxième cas d'un commandant de sous-marin qu'il connaissait personnellement, qui avait vu un objet, une soucoupe venir, alors son sous-marin était en surface, venir au-dessus du sous-marin et déployer un espèce de rayon télescopique, qu'il a décrit comme télescopique, qui a illuminé le sous-marin. Encore une fois, il y a très peu de personnes qui l'ont vu. Il y a le commandant du sous-marin et puis le second. Mais c'est des cas qui l'ont convaincu de la réalité du phénomène. Bon, les instructions continuent. Il mentionne donc en particulier, c'est assez intéressant de voir que des moteurs peuvent soudain se retrouver en panne. On a exactement le même phénomène que pour les automobiles dans un certain nombre de cas d'OVNI classiques. Et bon, là, ça c'est tous les moyens que les Russes doivent utiliser pour recueillir l'information. Et effectivement, après, à partir de 1978, vous avez encore toute une série d'événements. Vous avez l'événement que je vous ai cité du petit disque qui est allé survoler les dépôts de munitions. Vous avez le cas que je viens de vous mentionner du rayon télescopique. Vous avez en mai 1979, en mer Noire, un objet qui est sorti de l'eau en déplaçant un volume d'eau qui n'est pas retombé tout de suite. Vous avez un avion de reconnaissance à long rayon d'action qui a observé un objet lenticulaire gigantesque, et là encore tous ces moyens, tous ces instruments, etc. ont arrêté de fonctionner. Il a perdu de l'altitude et est obligé de larguer du carburant pour aller se poser de manière en catastrophe. Vous avez encore d'autres observations. Voilà, c'est un bateau hydrographique qui observe un cigare. Vous avez, alors encore une fois, tout ça, moi je reçois ça, je lis ça, j'ai pas vu les rapports originaux. On pourrait imaginer un gigantesque bobard, mais je n'ai pas l'impression que c'est un gigantesque bobard. Et voilà ce qui explique donc cet officier, explique que à partir de 1982, il y a eu une centralisation de toute l'information au sein d'un programme, et le programme s'appelle Galactica. Donc vous interprétez ça comme vous voulez. C'est le programme d'études des OVNI qui a mobilisé 130 instituts. 130 instituts ont été mobilisés en URSS pour ce programme qui avait l'objectif de comprendre en fait des phénomènes physiques pour ne pas être en retard sur les États-Unis. C'est ça je dirais la clé. Donc des événements, encore d'autres événements. Vous avez un événement encore une fois d'un objet qui
est pourchassé par des chasseurs à réaction donc, dans un exercice de la flotte de la mer Noire et qui plonge. Vous avez le croiseur porte-aéronef Novorossiysk qui lui aussi a eu apparemment une situation comparable à celle du Kennedy. Il s'est retrouvé sans énergie, sans communication pendant je ne sais plus la durée du temps. Vous avez également un phénomène, ça j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Donc ça c'est un colonel de l'infanterie de marine soviétique, qui n'a pas l'année, mais qui raconte que, vous savez que les soviétiques à l'époque menaient la guerre en Angola, donc il y avait des bâtiments amphibies soviétiques qui allaient amener des troupes en Angola, et deux de ces bateaux ont eu trois lumières qui se déplaçaient sous l'eau, qui sont passées donc sous les bateaux, et pendant qu'elles passaient sous les bateaux, il y avait une interférence électromagnétique. Et puis vous avez eu, en 1987, le président Reagan, qui lui-même, tout comme le président Carter, a été un témoin dont chacun a eu leur observation ufologique, et qui, lors d'une session des Nations Unies, un discours donc, de l'Assemblée Générale, a dit que les États-Unis et l'Union soviétique pourraient joindre leurs forces si la Terre se trouvait face à la menace d'une invasion extraterrestre. Et je ne l'ai pas mis malheureusement dans mes slides, mais ça fait écho au discours du général MacArthur. Vous savez que le général MacArthur, c'est en 65, je crois, il était déjà vieillissant, donc on a regretté, entre guillemets, de l'avoir invité, mais il a déclaré aux cadets de l'Académie militaire américaine de West Point que le futur qui se présentait aux cadets de West Point, c'était d'affronter une race sinistre venue de l'espace. Donc voilà ce qu'a déclaré le général MacArthur. Donc à l'époque, on a dit le pauvre, il ne fallait pas l'inviter. Mais et vous avez, en 1990, la Krasnaya Zvezda, donc l'Étoile Rouge, le journal officiel, encore une fois, le journal officiel de l'armée soviétique, donc pas un magazine de plaisantins, qui a publié un article très intéressant, puisqu'il dit exactement la même chose que l'amiral Elohim Keter en 1960. Il dit que, alors ça c'est un peu la suite du fameux programme de guerre des étoiles du président Reagan de 1983, qui est d'ailleurs un des facteurs qui a contribué à mettre fin à la guerre froide, puisque les soviétiques ont compris, même s'il s'agissait largement d'un coup de bluff, mais ils ont compris qu'ils ne feraient pas face, ils n'auraient pas technologiquement et économiquement les ressources pour contrer le programme de guerre des étoiles, donc il fallait plutôt chercher un accord politique avec l'Ouest et mettre fin à la course aux armements. C'était, je dirais, le génie du président Reagan. Mais vous avez, en 1990, donc, la Krasnaya Zvezda qui s'inquiète justement du programme de guerre des étoiles du président Reagan, qui pourrait confondre les ovnis avec des missiles et qui pourrait lancer une contre-attaque contre l'URSS. Donc on est exactement dans le même scénario que Elohim Keter indiquait en 1960. Et puis vous avez, là je cite, alors encore une fois, ça c'est un grand classique, hein, ça vient du bouquin de Timothy Good, et c'est, mais je veux dire encore une fois, celui qui parle n'est pas n'importe qui, hein, il s'agit de l'ancien SEMA britannique, hein, le chef d'état-major interarmée britannique, l'amiral Lord Hill Norton, qui a dit, voilà, les preuves qu'il existe des objets qui ont été vus dans notre atmosphère et même sur la terre ferme, qui ne peuvent pas être considérés comme étant faits par l'homme, et dont la physique et les effets physiques ne sont pas connus par nos scientifiques, semble absolument évident, ou je n'arrive plus à trouver le mot. Et un très grand nombre de ces observations ont été rapportées par des gens dont le crédit est absolument impeccable. Et il est très frappant que autant d'observateurs entraînés comme des officiers de police, des pilotes d'avions de ligne ou des pilotes militaires
Donc, dans beaucoup de cas, les observations qu'ils ont faites ont été confirmées par des moyens techniques, comme le radar, ou de manière encore plus convaincante par des interférences avec les appareils électriques. Donc, encore une fois, hein, on a très clairement, chez un très grand nombre de chefs militaires, la réalisation de cette présence de ces objets et l'inquiétude que ces objets puissent créer une situation de confusion, surtout dans ce contexte de la guerre froide. Alors, je vois que je parle depuis 1h19, plus combien de temps ai-je encore? Combien? Non, en fait, maintenant, il vous donne un petit quart d'heure, c'est déjà... Oui, poser des questions. Voilà, donc, en deux minutes, je voudrais juste conclure alors, pour vous dire que mon idée était ambitieuse, puisque je voulais repartir sur les grands thèmes, hein, les grands thèmes comme Roswell. Et je crois, sur ce grand thème comme Roswell, beaucoup dans les travaux de Stanton Friedman. Stanton Friedman, pour moi, c'est vraiment un ufologue sérieux qui a fait un travail d'interview des témoins de l'affaire. Et si vous écoutez la vidéo, vous pouvez voir sur YouTube, je crois qu'il y a deux séries, y compris l'interview du Gerald Anderson, qui est une interview qui est controversée parce qu'il a menti sur autre chose, etc. Bon, bref. Je dirais, j'ai beaucoup de mal à penser que ce qui s'est passé à Roswell, je vous ai fait écouter au tout début l'annonce, on a demandé absolument, personne n'a demandé à l'US Army Air Force d'aller prétendre qu'elle avait récupéré une soucoupe volante. C'est elle-même qui est allée le dire. Hein. Personne n'est allé lui dire, avez-vous récupéré une soucoupe volante? Et elle aurait dit, oui, j'en ai récupéré une. Ah, excusez-moi, c'est un ballon. Non. Ils ont dit, nous avons récupéré une soucoupe volante. Donc je pense qu'il y a eu récupération, effectivement, d'un objet. Je pense que c'est absolument indiscutable. Et à partir de là, on peut partir dans toutes les dimensions. Vous avez forcément tout un travail secret, extrêmement coûteux, d'analyse et de tentative de reproduction de l'objet. Et vous avez effectivement la présence, comme c'est dit, parce que c'est un secret qui est impossible à cacher. Donc le secret, il est partout. Il est dit, il est lu, il est partout. Il est juste entouré de toute une désinformation. Il passe dans la fiction grâce au cinéma. Mais vous avez vu aussi qu'en 1953, la CIA a réuni le fameux panel Robertson et que les conclusions du panel Robertson étaient qu'il fallait préparer le peuple à des choses absolument impensables et que cela devait passer par une éducation, par la fiction. Hein. Donc ce que l'on voit aujourd'hui n'est autre que cela. Et vous avez, alors je ne verse absolument pas dans les théories du gouvernement secret et je dirais toutes les dérives qui partent de là, mais de facto, c'est une grande activité secrète qu'il est très difficile de cacher, c'est une grande activité qui coûte très cher, et je vous renvoie, vous le trouvez sur Internet très facilement, au discours du secrétaire à la défense américain Donald Rumsfeld du 10 septembre 2001. Donc personne n'a fait grande attention à son discours puisqu'il y a eu le 11 septembre le lendemain. Mais qui arrive, qui prend, je dirais, le ministère de la Défense américain, qui fait l'état de la maison et qui dit, excusez-moi, je ne dis pas que les gens ont mal dépensé l'argent, mais il se trouve qu'il y a 3 milliards de dollars, je ne peux pas vous dire ce qui a été fait avec ces 3 milliards de dollars, mais je ne dis pas qu'on les a volés. Donc, il a quand même dit ça, hein, et vous pouvez l'écouter. Donc, où part cet argent? Et les black programmes qui sont bien connus, les black programmes, c'est quand même le budget de la défense française chaque année, qui partent pour des avions dont on a quand même assez d'éléments pour comprendre qu'ils utilisent des technologies qui sont tout à fait d'une autre nature, hein, comme l'antigravité ou autre. Non seulement, je vous renvoie à Bob Lazar, qui, même s'il a été extrêmement controversé, je pense y compris par Stanton Friedman, d'ailleurs, y compris par Stanton Friedman, mais c'est quand même par lui qu'on sait que la fameuse base 51 existe. Hein. Avant lui, on ne le savait pas. Hein, et l'affaire a été confirmée. Et je crois aussi que c'est encore une fois un secret impossible à cacher, mais il faut une préparation psychologique des grandes masses pour faire face. Et je pense que cette préparation psychologique réussit, puisque maintenant tous ces sujets sont
le thème de toute la fiction et de tous les films. Et ces films, à chaque génération, a droit à des nouveaux films sur le thème. Donc je crois que l'esprit humain sera bientôt prêt pour accepter cette réalité d'une présence de visiteurs. Alors viennent-ils d'une autre dimension? Ils viennent forcément, d'une certaine manière, d'une autre dimension, puisqu'il y a forcément un déplacement espace-temps. Mais j'ai l'impression que la planète Terre, ce qui n'est pas illogique, est une destination effectivement touristique. Donc je vous remercie. Moi j'ai une question. Je vous en prie. Vous avez entendu parler de ce fameux vol au-dessus de la Russie d'un avion, il me semble qu'il était civil, je ne suis pas tout à fait sûr, où donc il a été suivi par un objet, il s'est passé de drôles de phénomènes autour, et 2 des pilotes sont morts par irradiation. Enfin, ça a été un gros truc, c'est entièrement relaté par Boris Chourinov dans son livre. Et je me souviens notamment d'un détail où le pilote qui se trouvait à 10-12 000 mètres d'altitude voyait la Terre comme s'il était seulement à 500 mètres. Il y a eu un moment avec une histoire comme ça, qui n'a jamais été comprise parce que c'est incompréhensible. Est-ce que vous avez des renseignements là-dessus? C'est ça? Alors, en fait, je suis en train de réfléchir. Je ne sais pas si je l'ai lu ou pas. J'ai le livre de Chourinov, en tout cas le livre qu'il a écrit en français. Ouais. C'est dans celui-là, en fait. Oui, C'est dans il y a celui-là. un chapitre entier consacré Bon, à alors, ça. j'ai honte de dire que c'est l'âge qui doit m'atteindre. Je pense que j'ai dû lire parce que j'ai lu le livre. Hein. J'ai lu le livre il y a 10 ans. Non, j'ai rien d'autre à dire. Je sais, par contre, je me souviens d'un cas. Alors encore, il y avait un autre article dans la Krasnaya Zvezda, dans l'Étoile Rouge, qui était assez amusant, qui commençait sur un ton un peu humoristique en disant les Américains ont de la chance, c'est à eux qu'arrivent des histoires comme Roswell. Mais nous aussi, on a des trucs, et le pilote de ce chasseur a eu un objet qui lui est rentré, qui a fait exploser son cockpit. Vous vous souvenez de cette histoire, peut-être? Non. Et donc ça, c'est raconté encore une fois, dans le quotidien de l'Armée Rouge. Hein. Donc c'est un journal qui, a priori, cherche peut-être à augmenter les tirages, hein, mais c'est un journal qui, normalement, ne va pas raconter n'importe quoi. Et moi, donc là, je me suis concentré sur des cas navals, hein, mais quand j'ai fait la recherche dans le livre, dans le livre et du temps dans les bulletins de cette société-là sur les anomalies que j'ai pu regarder, il y avait beaucoup de cas militaires et beaucoup de cas d'aviation civile soviétique. Donc moi, je ne les ai pas regardés très en détail. Il y a énormément de cas de crash en Union soviétique, de récits. Là, je ne parle pas de cas, c'est trop. De récits, je sais parce que j'ai balayé récemment le catalogue Rosales. Donc il y en a, je sais pas, une vingtaine peut-être. Mais ce ne sont que des récits et il faut faire très attention aux sources, évidemment. Donc on n'a aucune certitude. Mais il y en a beaucoup. Il y en a d'ailleurs dans beaucoup plus de pays que ce que je crois. Il y a eu une affaire en 52, alors justement, j'en ai pas parlé. C'est une recherche qui a été faite par un chercheur américain qui a travaillé sur le crash de... Est-ce que le nom de cet endroit va me revenir? Un crash dans une forêt un peu au sud de Washington, et il a fait un lien entre les observations d'OVNI qui avaient lieu au sud de Washington et ce crash. Et alors sa théorie, donc il essaye de la démontrer, alors il s'est penché sur les statistiques d'accidents de l'US Air Force pour l'année 52. Et il a observé qu'il y avait eu énormément de crash d'avions de l'US Air Force en 1952, avec des pilotes qui revenaient de Corée, donc qui a priori n'étaient pas des mauvais pilotes, hein, dont certains étaient même des pilotes médaillés, etc. Et il a émis l'hypothèse que, parce que par ailleurs, il existe effectivement une déclaration disant que les États-Unis avaient donné instruction de tirer sur les OVNI. Et il a interprété ça comme la cause de la chute de l'objet dans cette forêt, le nom va me revenir de cet endroit, et d'autre part, comme il a suggéré que les ovnis auraient, entre guillemets, répliqué, et que ça expliquerait le nombre de crashs d'avions de l'US Air Force pour l'année 52. Donc c'est... Moi, j'ai pas étudié la question, il donne des listes de crashs, il trouve qu'il y a trop de crashs dans l'US Air Force, et c'est son interprétation.